Moi, j'ai arrêté la médecine 1 an. J'ai abandonné la médecine, en fait, après la 3e année. Je suis parti en voyage, je suis parti 10 mois. Puis un voyage sans itinéraire sur le pouce, essentiellement, tout seul. J'ai surtout passé 6 mois dans le Maghreb. Dans le Maghreb, où je me suis enfoncé à l'époque dans le cœur de l'Algérie, à Timémoun, où j'ai passé 2 semaines, qui est vraiment au centre de l'Algérie, une petite oasis. J'ai été là pendant 6 mois. J'étais toujours chez les gens, j'étais toujours recueilli. Il y avait une hospitalité que je ne connaissais pas du tout, qui était absolument renversante. Dans ce village-là, il y avait un jeune garçon dont le père m'avait, plus ou moins, prêté un petit pavillon d'argile. Puis j'osais beaucoup avec lui, c'était un jeune homme très brillant, mais qui était malade, probablement une tuberculose, quelque chose. Et lui, je lui racontais que j'avais arrêté la médecine, puis j'étais quasiment fier de ça. C'était quasiment une révolte semblable à celle de mon père. Puis lui, il me regardait, puis il me traitait d'imbécile. Parce que lui, il n'avait pas de job. Il avait, à mon âge, j'avais 22 ans. Il était malade, mais il n'avait pas beaucoup accès aux soins dans son coin. Autrement dit, il n'y avait rien, puis il y avait un avenir qui était pas mal bouché. Puis il me disait, toi, tu viens d'un milieu quand même correct, tu es en médecine, tu as l'occasion de faire ça, tu as eu une vie correcte, tu vas avoir un beau métier, tout ça, puis là, tu lâches ça. Puis alors que moi, penses que moi, je lâcherais ça si j'avais eu cette chance-là dans ma vie. Puis dans le fond, il m'a semblé, le jeune homme, sauf qu'il était né dans un milieu où ces choses-là ne pouvaient pas arriver. En fait, c'était exceptionnel. Puis j'ai commencé à réaliser qu'il y avait probablement raison, puis que c'était un peu moron cette chose. Et c'est là que je suis revenu, en 2 mois à peu près, vers l'Europe. Et ensuite, je suis revenu ici pour contacter la faculté, pour reprendre mes études et les terminer. Si j'ai été en médecine, c'est parce que je suis né dans un environnement relativement sain, avec des écoles qui ont pu m'éduquer, avec des écoles de médecine qui ont été payées par tout le monde, par vous, par moi, dans des hôpitaux qui sont aussi une propriété collective. Donc cet environnement-là, on se rend compte quand même qu'on est redevable de ça. Puis ça, c'est ce que j'enseigne beaucoup aux étudiants, c'est fun, vous êtes intelligent, vous avez travaillé fort, vous avez des plans, vous avez plein de qualités, là, vous êtes persévérant, parce que je leur demande souvent ça, pourquoi vous êtes là? J'ai travaillé fort, j'ai eu des bonnes notes, j'ai fait Mais en même temps, la vraie raison, c'est parce qu'ils sont nés à votre classe. Bon, il y avait certaines capacités, mais essentiellement, ils sont nés à votre classe, puis il y a eu un environnement social qui a permis ça. Et quand je dis ça, je dis beaucoup qu'on est redevable de ça. Moi, j'ai fait ma résidence à l'hôpital Verdun. J'ai tout de suite connecté avec l'hôpital, l'urgence, les patients, la chirurgie, tout ça. Je me suis senti extrêmement à l'aise. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans l'hôpital. Moi, j'ai trouvé que c'était un milieu fantastique. C'est là que j'ai rencontré ma femme, qui d'ailleurs est infirmière, donc un couple assez traditionnel, médecin-infirmière. Donc pour moi, c'est encore une fois l'hôpital, tout se passait à l'hôpital pour moi. Puis 2 ans de résidence, et après ça, on a dit, on va aller au Québec quelque part, mais très loin en région.
Fait que là, c'est intéressant, à l'époque, c'était en 89. On visite le Québec, on est allé assez loin. On va jusqu'à Maria, en Gaspésie, qui est un très très beau milieu, magnifique endroit, bel hôpital, tout ça. Le problème, c'est qu'à l'époque, les infirmières, il n'y avait pas de job. C'était pratiquement impossible, peu importe où tu allais au Québec, de trouver une job, s'il te plaît. Maria, ça aurait été fantastique, mais ça ne fonctionnait pas. Et on a fait quelques places comme ça, Rimouski entre autres, où on va aussi, très beau milieu, au bord du fleuve. Moi, j'aime beaucoup le fleuve. Encore là, pas d'emploi pour l'infirmière. Impossible. Et c'était surprenant, mais c'était ça. Et là, le chef de médecine, à ce moment-là, nous rencontre, puis il a le malheur de dire, ben, de toute façon, ta femme, elle restera à la maison, puis elle fera des enfants, tandis que... Fait que ça n'a pas très bien passé. Et donc, Rimouski est devenu, il y a une croix dessus. Fait qu'on a visité une couple de... Fait que finalement, on s'est retrouvé qu'il n'y avait pas de job pour les infirmières à l'époque. Ils n'engageaient pas, ils étaient en surplus. Et finalement, je me suis retrouvé à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Et on s'est retrouvé 7 jeunes médecins là, qui... J'ai fait un peu d'hospitalisation au début. Mais essentiellement, on voulait se consacrer à l'urgence. C'est qu'à l'époque, à Montréal, il y avait quelques groupes qui fonctionnaient comme ça, à Québec, mais un hôpital comme Pierre-Boucher, les gens faisaient de tout. Hein. Tu arrivais là, puis c'était pour faire... C'était des pratiques fantastiques. Là. De bureau, de l'obstétrique, de l'hôpital, d'un peu d'urgence. On faisait un peu de tout. La vraie vocation du médecin de famille. Dans ma génération de médecins, en fait, dans le groupe dans lequel j'étais, nous, on voulait on tripait sur l'urgence, ni plus ni moins, puis c'est ça qu'on voulait faire. Donc, il fallait brasser la cage pour imposer un peu l'idée que la médecine d'urgence, ça devenait de plus en plus une pratique spécifique. C'était même rendu, pas ici au Canada, pas ici au Québec, mais ailleurs, une certaine spécialité, tout ça. Moi, j'ai commencé à faire de l'urgence à temps plein. J'ai découvert la médecine dans un environnement d'équipe très, très particulier, avec une très belle gang. Et donc, c'était bien intéressant. Parallèlement à ça, je faisais aussi un peu de pratique à Urgence Santé. À l'époque, les médecins étaient sur la route. Et donc, il y avait un certain nombre de médecins dans des véhicules médecins qui appelaient avec un paramédic. Et on répondait aux grandes urgences à Montréal. Puis ça, c'était assez fascinant parce que c'était vraiment de plonger dans la ville. Puis souvent, on faisait ça de soir, de nuit. Là, on voyait tout. Les meurtres, là, puis des trucs comme ça. Là, les gens qui se faisaient tirer d'en face, les arrêts cardiaques au milieu d'un bar de danseuses, des trucs comme ça. En fait, on a découvrir Montréal par cette porte-là, moi je suis quand même un garçon plutôt, mettons, tranquille, mais découvrir Montréal comme ça, Montréal-Laval, en fait, souterrain comme ça, la vie des gens, la misère aussi, la difficulté, la drogue, et tout ça, les overdoses justement dans les parcs, et intervenir comme ça avec les paramédics, c'était à la fois très troublant, mais effectivement médicalement très intéressant. Et en même temps, on apprenait la vie là, parce qu'on était exposé à des réalités là, que personnellement je ne connaissais pas beaucoup. Donc, il y avait un peu d'urgence santé. Puis ça m'est resté un peu, je suis resté très impliqué dans le monde du préhospitalier. Pendant 7-8 ans, je me suis occupé avec d'autres gens du préhospitalier en Montérégie. Puis là, on a fait un paquet de programmes, des défibrillateurs, justement. Et donc, j'ai toujours eu une vocation comme ça à m'impliquer. J'ai été chef d'urgence dès 91 à Pierre-Boucher pendant 5 ans. Puis, bon, j'aimais ça faire des projets, brasser les affaires, développer, en fait. Développer. Puis m'impliquer dans cette pratique-là qui est en train de prendre son essor. Ma première vraie implication plus large que mon environnement, disons, régional, ça a été l'Association des médecins d'urgence que j'ai présidée de 1998 à 2000. Essentiellement parce qu'il y avait un gros défi là qui était que ça va très mal dans les urgences, il y a beaucoup de congestion. Mes patients, mes collègues, le personnel souffraient de ça, puis je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, et qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. Donc, je me suis impliqué dans l'association pour essayer, publiquement, si on veut, je commençais là à avoir un certain discours public, donc on venait souvent me voir quand il y avait des problèmes dans les urgences. J'essayais de passer des points que c'était important, qu'il fallait s'en occuper. Mais c'était quand même essentiellement l'environnement de travail et les gens que je connaissais. Mais ça a quand même duré quelques années, parce qu'après ça, ce qui est arrivé en 1999, c'est qu'au Québec, la spécialité de médecine d'urgence est créée, qui était quelque chose sur lequel des gens, plus vieux que moi, travaillaient depuis 20 ans. Près de 20 ans. Parce que ça existait déjà au Canada, aux États-Unis, donc c'était une réalité, mais au Québec, il y avait un retard épouvantable. Comme il y avait un retard, par exemple, avec les paramédics qui étaient très, très peu formés. Et donc, la spécialité arrive très tard au Québec en 1999. Tout à fait nouveau, les gens ne savent pas trop à quoi ça ressemble cette bébête-là. Il faut quasiment se battre pour montrer qu'effectivement, ça existe ailleurs depuis 10-15 ans et que ça amène beaucoup de choses. Et je vais me battre là, donc là, je vais m'impliquer dans l'association vraiment plus syndicale des médecins d'urgence à la FMSQ, puis je vais devenir président de ça de 2004 à 2002. En fait, moi, j'ai négocié, je n'ai pas négocié souvent dans ma vie, mais c'est moi qui ai négocié la première convention, enfin, le premier contrat de travail des urgentologues spécialistes.
suis pas sûr que mon père aurait apprécié beaucoup ce rôle-là, parce que je négociais pour des médecins, mais il reste que c'était du même ordre. Hein. Et je dirais que la relation avec les autres spécialités n'était pas si facile que ça. On était un peu vus comme on ne savait pas trop ce qu'on venait faire là, c'était nouveau. Ça. Et donc, il a fallu vraiment asseoir la spécialité au sein des différentes spécialités pour montrer que oui, ça existe, ça a de l'importance. Il faut appuyer ça. Je dirais que jusque-là, j'avais une assez forte conscience de ce qu'était le réseau de la santé, de ce qu'étaient les problèmes qu'on vivait comme urgence, en fait, comme dans le milieu surtout, de ce qu'ils vivaient les hôpitaux, mais je dirais pas que j'étais un militant qui avait une vision, disons, sociale de la médecine très large, jusque-là. Ce qui est arrivé en 2007, je pense que c'est fin 2007, il y a un docteur qui s'appelait Paul Lévesque, un neurologue à Maisonneuve, qui s'intéressait beaucoup, lui, aux questions sociales, depuis longtemps d'ailleurs. Donc Paul, en 2007, m'invite à une rencontre d'un groupe de médecins. Des médecins qui s'impliquaient justement pour un peu défendre le système de santé. Il n'y avait pas le nom le système public à ce moment-là dans le titre, c'était médecin pour l'accès. Et ces médecins-là, en fait, essentiellement, s'étaient réunis pour réagir au jugement Shaoli en 2005, à ce qui s'en est suivi dans la législation que Dr Couillard a amenée. Donc, une certaine forme d'ouverture à la privatisation, tout ça. Et ils s'étaient regroupés essentiellement pour défendre le caractère public du système de santé, même si le titre le comprenait. Donc, ils avaient présenté un mémoire suite au projet de loi, je pense que c'est 33 ou 34 là, du Dr Couillard, pour défendre le caractère public, pour défendre l'importance de l'accès, pour en faire beaucoup de choses là-dedans, en réaction au jugement Shaoli. Donc, le jugement Shaoli qui, ni plus ni moins, ouvrait la porte au privé, en disant qu'il faudrait, pour régler la question des listes d'attente, il faut avoir une certaine ouverture à l'assurance privée. Et là, Philippe Couillard va décider que 3 chirurgies, hanches, genoux, cataracte, pourraient être couvertes par une assurance privée. Au moment où il y a un financement important qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de retard au Canada en général là, sur ces opérations-là. Une assurance qui ne verra jamais le jour concrètement, parce qu'il n'y a jamais de compagnie d'assurance, à ma connaissance, qui a offert ça comme assurance. Parce que c'est un marché qui n'a aucun sens. C'est qui s'assurerait pour son genou pendant 30 ans, ça n'a pas vraiment de sens. Mais il reste, la porte était ouverte, création des centres de médecine spécialisée, qui était aussi une forme d'ouverture, parce qu'on savait qu'on pouvait envoyer là-bas maintenant des pratiques qui étaient réalisées dans le milieu public. Le meilleur exemple, c'est Rockland MD, puis les contrats Sacré-Cœur Rockland MD. Donc il y avait une ouverture, une réaction. Et donc Paul Lévesque m'invite à une assemblée où les gens m'impressionnent beaucoup. Parce que vraiment, d'abord, il soulève des enjeux extrêmement importants que je connais assez mal. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose là duquel il faut se préoccuper vraiment. Hein? Donc, ce que j'avais vu, moi, depuis peut-être 15 ans, sous l'angle des urgences, des difficultés, des hôpitaux, des changements organisationnels qu'il fallait faire, tout ça, je le voyais maintenant sous un angle complètement différent qui était, et qui se rejoignait. Là, parce que ça touchait l'accès, ça touchait la capacité des hôpitaux à soigner. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça vraiment. On était 6 à ce moment-là. Donc 4 médecins, un avocat et Lucie Dagenet, qui est une ancienne de la CSN, une infirmière de formation. Donc en fait, on a refondé, si on veut, quelque chose, une organisation qui s'est appelée Médecins québécois pour le régime public. S'il y a quelque chose à défendre, c'est pas le privé qui est en expansion de toute façon, c'est le caractère public du régime. Donc on va le nommer dans notre titre, même si ça implique un certain biais. Donc on est passé, en fait on n'est pas passé, je n'étais pas là avant, mais c'est passé d'une organisation qui se voulait plus, si on veut, scientifique, descriptive, ou à une organisation plus militante, un peu plus revendicative, un peu plus, et structurée aussi, donc vraiment avec une assemblée générale, avec un code de fonctionnement, avec un conseil d'administration, ce qui n'était pas le cas avant là. Donc vraiment créer une structure qui allait pouvoir être pérenne aussi. Commencer, mais rester et essayer, ça c'est toujours difficile, d'impliquer de plus en plus de monde. C'est Saïdé Kadir qui va être président, puis ensuite Marie-Claude Goulet, où j'étais 4 ans vice-présidente. Et ensuite j'ai pris la présidence pendant 2 ans. Donc cette organisation-là, essentiellement pour moi, ça va être un milieu d'apprentissage. Parce que la plupart des gens autour de la table travaillent depuis longtemps sur ces questions-là.
Donc, il y a beaucoup de discussions et c'est très riche pour moi parce que j'apprends énormément de choses. Et c'est là que je vais plus développer l'aspect action politique. J'en faisais dans le cadre de la médecine d'urgence, j'avais quand même une certaine présence médiatique, mais là, ça va être beaucoup plus comment on peut influencer l'opinion, comment on peut faire des sorties efficaces, comment on peut contrer les forces de privatisation, quel discours on doit développer. Puis là, c'était beaucoup de développement de contenu. Moi, je suis assez à l'aise dans l'écriture, donc mon rôle a beaucoup été à l'écriture d'écrire des positions, un peu ce que mon père faisait à la CSN. Et il va y avoir des gros dossiers quand même, comme les PPP en 2009, où vraiment on va s'associer aux syndicats, même aux fédérations. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on est sorti très fort. Même si les PPP, ça n'a pas marché, on a réussi, puis on était au cœur de ça, là, à engendrer un consensus d'à peu près tout ce qui existait comme organisation. Là, ça allait de l'ordre des architectes à la Fédération des médecins spécialistes, aux syndicats, contre l'idée que les PPP, c'était bien. Le vérificateur général est rentré là-dedans. En théorie, on aurait dû réussir à bloquer ça, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai été impliqué dans des dossiers comme ça, un certain nombre de dossiers. Et l'organisation a pris graduellement une certaine maturité, puis est devenue une voie qui avait une respectabilité, parce qu'on travaillait très fort pour que les positions soient solides, soient bien présentées, puis que ça soit bien assis sur des données, sur des faits. Avec le souci de défendre le système public. Nous, c'est le mandat qu'on s'est donné. Puis on a pris une place un peu peut-être par défaut parce que assez peu de médecins se positionnaient là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on a développé un discours, on a développé des positions sur un certain nombre d'aspects. On a à peu près 500 membres actuellement, là, mais les gens qui s'impliquent, c'est comme dans toute organisation, il n'y a pas 300 personnes qui travaillent sur les dossiers, là, il y a un CA, puis il y a des comités. Donc on met beaucoup d'énergie là-dedans. Puis effectivement, je suis content parce que ça continue. Et ça a gardé son importance comme parole publique. Donc, il y a une pérennité là-dedans qui est intéressante. Et je pense que si MQRP n'était pas là, il manquerait quelque chose dans le débat. Parce que bien souvent, dans des débats, on a pris des positions qui, regardez, il y a le côté du patient, il y a le côté de l'accès, il y a le côté du public. Et les médecins devraient avoir cette conscience-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de médecins qui ont un côté, disons, entrepreneurial. Dans le sens d'entreprendre, ça m'habite aussi beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de choses en médecine. J'ai essayé de m'impliquer dans un paquet d'affaires. On pourrait dire que c'est un côté entrepreneurial, mais pour moi, c'est pas lié tellement à une réussite de type commercial, au business ou lié à l'argent, mais beaucoup plus à la réalisation de projets. C'est pas tellement loin d'une réussite, mettons, en affaires. Ça ressemble un petit peu. Mais pour moi, ça se passe dans un environnement, généralement, qui est plus dans l'environnement de l'hôpital, qui est plus dans l'environnement du pré-hospitalier, toutes des choses qui sont en lien avec un aspect social qui est fort. Donc, c'est un peu ça que je dis. Et puis, je ne me mets pas de vertu particulière là-dedans. Là. C'est juste que c'est ça que j'aime. Mais l'argent n'est jamais quelque chose qui m'a intéressé. Pas plus qu'il n'intéressait mon père. Donc, aller vers le privé, aller vers créer une business pour faire de l'argent, c'est vraiment pas quelque chose de naturel pour moi. J'étais beaucoup plus intéressé à pratiquer la médecine dans un environnement comme un hôpital, en équipe, avec des infirmières, des préposés, tout ça. Et ça m'a sûrement influencé parce que, à l'urgence, tout le monde se ressemble, tout le monde est égal. Quand il manque la moitié d'une jambe ou que tu fais un infarctus, un arrêt cardiaque, ça n'a pas grande importance quitter, là, honnêtement, si tu es un riche, un pauvre, quoi que ce soit. Là. Donc pour moi, c'est ça la médecine, c'est de travailler pour la personne qui est devant moi, qui a peut-être ceci, cela, des symptômes, et c'est ça qui m'intéresse dans mon métier. Et je dirais que l'influence, ça peut être que j'ai jamais été attiré par trouver une spécialité, un métier, ou me lancer dans une façon de faire des fortunes, parce que ça n'a jamais vraiment compté. Mais il y a quand même des médecins qui ont un discours au Québec pour le public. C'est juste qu'ils ne le manifestent pas, c'est souvent sur la place publique. Il y a pas de... Puis il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est très bien ce que vous faites, continuez. Mais quand il s'agit de prendre parole, c'est surtout là qu'il vient la difficulté. La plupart des médecins sont très attachés au système public, bien qu'ils ont beaucoup de difficultés, puis à vivre des fois certains aspects du système public. C'est rare des médecins qui sont anti-publics. Honnêtement, il y en a, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques médecins aussi, un assez bon nombre, qui ont un côté affaires très développé, qui pour eux, c'est leur côté entrepreneurial. C'est développer une grosse clinique privée, pour eux, c'est intéressant. Là, ça se défend d'un point de vue, là, mais il reste que ça s'éloigne un peu de l'intérêt public dans ce compte-là. C'est sûr que c'est de la social-démocratie. C'est clair que ça monte assez loin. Cette idée-là que je ne m'étais pas faite moi-même, parce que beaucoup de médecins pensent qu'ils se sont faits eux-mêmes, avec leur seule qualité. Mais l'idée que je venais d'un milieu, que je venais d'un système d'éducation, que je venais
différentes choses, bien, pour moi, c'est évidemment quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Maintenant, ça se manifeste plus dans l'idée que ben, j'essaie de m'impliquer pour défendre ces principes-là davantage qu'avant. Et de façon plus large, surtout que strictement du point de vue de la médecine d'urgence, mettons, ou de la médecine hospitalière, mais de façon un peu plus globale. Dans le cadre de mes écrits, dans le cadre même de mon blog, j'ai souvent pris position assez fortement contre ou en faveur de certains dossiers. Je sais pas moi, ça peut être autant en faveur, par exemple, de l'aide médicale à mourir, j'ai pris position publiquement là-dessus. En même temps, je veux dire, je suis ni un militant professionnel, ni un politicien. Je ne me vois pas du tout dans un rôle où je vais prendre position pour prendre position. Donc moi, quand il y a des enjeux qui viennent me chercher, ben, j'essaie de me manifester du mieux que je peux, avec le temps que j'ai aussi. Je suis quand même un médecin dans une urgence, qui est chef d'urgence, qui fait différentes choses. Donc j'ai pas un temps infini à consacrer à ça non plus. Puis j'abandonnerai pas cette pratique-là. Pour moi, la médecine, c'est vraiment ma vie professionnelle. Donc il y a une question de capacité, une question de temps. Il y a une question d'être interpellé par des enjeux. Actuellement, il y en a. Il y a des gros enjeux. Mais en même temps, je ne suis pas un militant professionnel. Je suis un médecin qui s'intéresse à un paquet de choses. Puis j'essaie de faire du mieux que je peux dans des contextes qui viennent me chercher. Il y a des gens dont la vocation est beaucoup plus axée sur le militantisme, la prise de position. Mais moi ça arrive quand ça correspond à ce que j'ai comme conviction. Et c'est pas. Donc, ça a été longtemps dans ma vie sur la question des urgences. Là, c'est sur la question du système public. Mais je prends jamais position pour prendre position. Il faut que ça me corresponde à quelque part. Donc, je ne suis pas ce qu'on appelle. Je ne suis vraiment pas la bonne définition de ce qu'est vraiment un militant ou encore moins d'un politicien. Je pense que je suis quelqu'un qui prend la parole quand il est dû pour prendre la parole puis qui essaie d'éclairer un peu des réalités, un peu ce que faisait mon père. Hein? C'est pas quelqu'un qui était beaucoup sur la place publique, mais quand il y avait quelque chose à dire ou à écrire surtout, il ne se gênait pas, puis il essayait de faire le mieux qu'il pouvait. Ça me correspond probablement beaucoup mieux. Je suis plus quelqu'un qui est de l'ordre du réformateur que du révolutionnaire jusqu'à un certain point. Puis c'est comme ça, bien sûr. Puis je pense que c'est un réalisme. Moi, ma vie, je la passe avec des gens qui m'arrivent, qui me jasent, puis qui tournent de l'œil, puis ils font un arrêt cardiaque, puis sont disparus. C'est ça ma réalité. Là. Je vis continuellement avec près de réalités qui sont très fondamentales. La vie, la mort, la douleur, le vieillissement des gens. Ça, c'est ma réalité de tous les jours. Donc, c'est sûr que c'est un peu du même ordre que, si tu n'arrêtes pas de fumer, ben c'est sûr que dans 10 ans, tu vas arriver ici avec un infarctus, puis maintenant que je le vois arriver avec un infarctus, je dis, ouais, ben c'est ça la réalité. Puis il faut vivre avec cette réalité-là. Je dirais que ma vision politique est de cet ordre-là. On vit dans un environnement particulier. Si on fait certaines choses, ça va nous mener peut-être à ça. C'est sûr que, bon, par exemple, si on prend les grands rêves déçus de mon père, par exemple, la souveraineté. Lui, assez tôt dans sa vie, il a été souverainiste. Il a vécu cette ébullition des années 60, 70, il a vécu tout ça. Il s'est heurté à un référendum qui ne l'a pas démoli, mais qui a changé profondément sa vision des choses, en fait, jusqu'à un certain point. Personnellement, je suis souverainiste. Je pense que j'ai même l'impression que si ça n'arrive pas, je ne suis pas sûr que le peuple québécois, dans 75 ans, va parler encore français. Je ne sais pas comment appeler ça, c'est pas du fatalisme, c'est plus un réalisme par rapport à beaucoup de choses, dont la situation politique, qui est quand même seulement un des aspects de notre réalité. Moi, je me considère d'abord extrêmement chanceux. Je suis né dans un environnement qui était assez riche au sens moral, intellectuel. Enfin, c'est un milieu bien correct. J'ai un métier que j'ai toujours adoré. C'est un métier non seulement qui est fantastique en soi, parce que c'est extrêmement intéressant, c'est un métier très humain, on a beaucoup de contacts avec les gens, et dans un environnement que j'adore, mais aussi un métier qui me donne une grande liberté. Je me considère comme un très grand privilégié. Aussi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours travaillé avec des gens qui étaient assez exceptionnels et qui m'ont beaucoup nourri. Ça, peu importe ce que je fais. Quand je suis arrivé à l'Institut cardio, j'ai travaillé avec une infirmière qui s'appelle Danielle Perrault,
qui est une infirmière exceptionnelle. C'est vraiment, on a eu du fun après sa retraite, mais pendant 11 ans pratiquement, à inventer ni plus ni moins une urgence, parce qu'on partait de pas grand-chose, on partait d'un milieu qui était une urgence, mais tout était à faire. J'ai souvent parlé avec des gens comme ça. Je sais pas, moi, je fais de l'expertise médico-légale. Je travaille avec Maître Jean-Pierre Ménard, par exemple, qui pour moi est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pas... c'est quelqu'un qui a une vision sociale à travers son métier, qui est comme ça. Les déterminants de la santé, c'est pas compliqué. Évidemment, avoir un métier qu'on aime, c'est un grand déterminant de la santé, c'est reconnu. Avoir un certain revenu, avoir un environnement social qui est agréable, vivre dans une société juste, c'est aussi un élément important pour la santé. Avoir eu accès à des études, ça a été probablement un élément important. Tous ces déterminants-là, c'est probablement ça qui fait que je suis en bonne santé. C'est beaucoup plus important que d'avoir accès à un test quelconque ou à une pilule ou des choses comme ça. Moi, j'ai pas vu de médecin depuis 30 ans, j'ai pas vraiment de symptômes importants. Je m'occupe de ma santé parce que je fais un métier que j'aime, parce que quand même, physiquement, j'essaie de bouger un peu, surtout depuis quelques années, parce que finalement, je fais des choses bien simples comme ça. Mais effectivement, je n'ai pas vraiment consulté le médecin de famille depuis. Je ne me rappelle pas c'était quand on a mis un rendez-vous. Peut-être avoir un rendez-vous un jour quand je vais être malade.